René, le collège des directeurs du développement, ainsi que président de GenAct et administrateur de Shift Project, un think tank actif dans la décarbonation et la transition énergétique. Fabrice Bonifay était également directeur du groupe, jusqu'il y a peu, du groupe Bouygues, groupe énorme au niveau international qui notamment a Bouygues Immobilier et Bouygues Construction. Et c'est aussi sur ces aspects-là que Fabrice pourrait nous apporter énormément dans son expérience dans le secteur. Alors, vous demandez un petit peu pourquoi j'ai mis un dessin comme ça là derrière. Je pense que Fabrice sera illustré par ses propos. Il reconnaîtra plein d'eux. Je vous demande d'appuyer Fabrice Bonifay. Bonjour, ça va peut-être un peu marre déjà, c'est vite, ici aller à la pause. Donc moi je n'ai rien à vous vendre, juste un témoignage de mon expérience. Le seul avantage de l'âge, c'est d'avoir un peu d'expérience. J'ai passé 37 ans en gros Bouygues et j'ai fini donc en tant que directeur RSE à l'aviation générale du groupe pendant 18 ans. Et donc là, ce que je vais vous raconter, c'est tout ce qui a été dit là, par les différents intervenants. Bah oui, il faut le faire, c'est bien, il faut le faire vite. Parce que vous savez qu'on est aujourd'hui depuis que la civilisation thermo-industrielle a émergé il y a 150 ans dans une approche linéaire de l'économie. Donc cette approche a généré, en fait, on est passé d'Homo sapiens à Homo erectus, vu que pour 96 000 milliards de PIB au niveau mondial, on utilise 100 milliards de tonnes de déchets et il n'y a que 7,2% de ces déchets qui reviennent dans le circuit industriel après une première vie dans des produits. Et c'est de pire en pire, hein. On croit qu'on améliore la recyclabilité des produits, mais en fait, ce n'est pas vrai, car ce taux baisse d'année en année à cause du fait que les industriels mélangent de plus en plus les matières premières. Et je ne sais pas si vous faites des crêpes en Belgique, mais quand vous avez mélangé la farine, le lait, le sucre et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les crêpes, je ne sais plus. Les œufs, bien sûr les œufs. Et une fois que vous avez mélangé tout ça, mais pour récupérer ne serait-ce que les œufs, la cache, c'est compliqué. Donc oui, la recyclabilité c'est nécessaire, mais le plus important, et ça a été dit par les différents intervenants, c'est le réemploi, évidemment. Parce que le réemploi, ça permet de donner une deuxième vie, une troisième vie à un produit qu'on ne dénature pas. Parce que le recyclage, oui, c'est très bien, mais il faut collecter, il faut refabriquer, tout ça, ça nécessite de l'énergie. Et on dénature de toute façon les matières premières quand on les recycle plusieurs fois. Donc, ce n'est pas la solution, c'est une mort lente. C'est mieux que, bien sûr, d'aller chercher les matières premières vierges de la nature, mais ce n'est pas la solution. Donc, l'économie linéaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est une économie extractiviste. Et l'Europe, ça a été dit, l'Europe ne dispose pas de beaucoup de matières premières. On importe énormément de matières premières vierges dans le dehors des frontières de l'Europe. Et c'est pas mal la veille qu'on va réouvrir des mines en Europe de matières premières, enfin de matières premières vierges, de matériaux. Pourquoi? Parce qu'on a un continent avec une densité de population extrêmement forte et pour ouvrir des mines, alors qu'on a cette densité-là, c'est juste impossible. Hein. Le syndrome NIMBY va frapper partout. Et donc, on est très dépendant donc, des pays exportateurs de matières premières. Et ça a été dit, je suis complètement d'accord avec toi, si on veut maintenir un peu notre souveraineté, il va falloir qu'on garde nos matières premières chez nous. Et donc, on passe de l'obsolescence probable des produits à la pérennité programmée. Donc, le modèle linéaire, je le rappelle rapidement, par l'extrait de matières premières qu'on ne paye pas, parce que la nature ne renvoie aucune facture, et c'est ça le problème d'ailleurs. C'est ça l'essentiel du problème, car notre système comptable, le vôtre comme le nôtre d'ailleurs, eh bien, permet qu'on transforme ces matières premières avec de l'énergie et des convertisseurs, permet bien de créer de la valeur économique, parce que ça se transforme en produit qu'on vend à des clients, qui l'achètent avec de l'argent, qui n'ont pas toujours tout ça pour impressionner d'autres gens qui n'ont rien à foutre. Ça, c'est le modèle consumériste classique, vous êtes dedans aussi. Et ça, c'est très bien, sauf que pendant des années, bien sûr, on compte ce qu'on gagne avec ce système-là, mais on ne compte pas ce qu'on voit. On voit à qui? La nature. Parce que la nature, c'est pas une personne physique, la nature. Et donc, dans nos systèmes comptables, on accumule les recettes liées à cette exploitation du vivant, parce que les matières premières, c'est renouvelable et non renouvelable, évidemment. Mais par contre, on ne met rien dans nos comptes pour préserver, pour protéger, pour restaurer les conditions de la vie sur Terre. Et là, pendant des années, même pas mal, parce que la planète était très, très grassouillette en ressources, donc on ne voyait pas tellement la limite dans l'exploitation des stocks. Et puis, était aussi très résiliente sur la capacité d'absorber les pollutions associées à l'exploitation de ces ressources, parce qu'en fait, on produit des biens matériels qui sont sympathiques,
mais on les produit quand même très très mal, avec énormément d'externalités négatives, donc on pollue beaucoup, et notamment les émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement. Aujourd'hui, quand on regarde l'état du climat, il ne reste plus que 130 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100 pour rester sous 1,5 degré. Donc, énorme, vu qu'on en émet 53 gigatonnes par an, ça veut dire que dès 2027, on sera déjà à 1,5 degré, c'est-à-dire plus de 70 ans avant ce qui était prévu par l'accord de Paris en 2015. Donc, on peut dire à quel point on est complètement à côté de la plaque sur ce sujet. Et que les scénarios aujourd'hui que prédisent les scientifiques du GIEC pour l'état de la planète au niveau climatique d'ici 2100, ben c'est le scénario du pire, hein, donc le fameux RCP 8.5, avec un réchauffement moyen donc entre 3 et 4 degrés. Alors, réchauffement moyen, tout ça, ça ne veut rien dire, hein, c'est les écarts autour de la moyenne qui sont importants. Donc, quand vous êtes sur ce type de réchauffement, on aura des écarts de plus ou moins 20 degrés par rapport au normal dit de saison d'il y a 50 ans. Et donc, ça va juste être catastrophique pour une grande partie de l'humanité, y compris pour nous, vu que la végétation déjà ne résistera pas, il n'y aura pas d'adaptation avec de tels résultats. Et ça, c'est les emmerdements ne vont pas arriver dans la nuit du 31 décembre 2099 à 2100, ça va arriver dès maintenant, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Donc il faut qu'on ralentisse la taille de l'économie non essentielle, c'est-à-dire tout ce qu'on peut éviter d'utiliser, parce que généralement tout ce qu'on utilise, c'est des matières premières transformées, et donc on ne pourra pas sauver à la fois l'essentiel et le non essentiel, il faut commencer déjà à réduire le non essentiel. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller directement à l'essentiel pour le bâtiment, parce que c'est un sujet que je connais bien. Et donc, tout ce qui a été dit là, moi, je suis complètement d'accord. Mais ça ne suffira pas. Enfin, ça ne suffira pas, parce qu'au Shift Project, on est quand même pas loin de 32 000 ingénieurs. On fait des calculs de Quantal, comme dirait Jean-Marc Jancovici, et puis on s'aperçoit que, bon, voilà, ça c'est bien, mais ça ne fera pas la rue Michel, hein, bon, ça ne va pas arriver. Donc, ce qu'il faut faire en parallèle, c'est rentrer dans un nouveau paradigme du bâtiment, qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive, parce qu'on va beaucoup moins construire dans les années qui viennent, parce que de toute façon, il n'y a plus de foncier, et puis de toute façon, on n'aura pas l'énergie nécessaire pour construire, parce que de toute façon, l'essentiel des ressources fossiles, il va falloir les laisser là où elles sont, c'est-à-dire sous terre. Donc, on aura moins d'énergie, donc moins de construction. Le secteur de la construction dans les années qui viennent, ça va être surtout la rénovation du patrimoine existant. C'est ça, en fait, le métier de constructeur demain. C'est le rétrofit de ce qui existe déjà. On aura encore un peu de construction neuve, bien sûr, dans les pays du Sud qui ont besoin de s'équiper. Par contre, dans les pays à haut revenu, dont on fait partie, vous et nous, là, je pense que ça va notablement se ralentir. On voit déjà en France l'immobilier tertiaire est complètement arrêté depuis 3 ans, il ne repartira jamais, vu qu'on a plus de 10 millions de mètres carrés en trop aujourd'hui en immobilier tertiaire. Et donc, pour vous dire qu'on en a pour plusieurs dizaines d'années à épurer ce stock, donc ça ne repartira jamais. Alors, c'est quoi l'économie permacirculaire dans le bâtiment? Alors, attachez votre ceinture parce que je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Mais c'est pourtant ce que moi j'ai essayé de faire chez Bouygues et que Bouygues continue de faire, bien sûr. Et ce que je vais encourager tous les acteurs du secteur à mettre en place le plus vite possible. C'est la première chose à faire, c'est de passer donc au modèle dit as a service pour les équipements dans le bâtiment. Alors, c'est quoi le modèle as a service? C'est vous voyez, tous ces équipements-là qui représentent les équipements, l'éclairage, les ascenseurs, les bornes de recharge qu'il y a associées au bâtiment, les onduleurs, les armoires électriques, etc. Aujourd'hui, quand on fait un projet de bâtiment, eh bien, ça pèse c'est une moyenne entre 40 et 50% du poids de carbone, en carbone complet du bâtiment. Et pour être compétitif, ce que font les acteurs du bâtiment, c'est complètement dingue, c'est que dès qu'il y a un client qui demande la construction ou la rénovation d'un bâtiment, il y a un architecte qui se met là-dedans, une maîtrise d'œuvre, et puis ils mettent sur le bureau des constructeurs un cahier des charges. Le constructeur peut plus ou moins challenger ce cahier des charges, hein, ça dépend du type de contrat. Et le constructeur, pour être adjudicateur du contrat, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire d'abord le prix le moins cher possible, parce que de toute façon, dans 99% des cas, c'est le moins cher qui remporte le marché. Donc, que fait le constructeur pour être le moins cher possible? Bien sûr, il va se retourner vers ses fournisseurs, parce que de toute façon, le constructeur ne fabrique rien, hein, il ne fait qu'assembler, il fait l'ingénierie et l'assemblage, la construction, et il va aller voir toutes ces dizaines, ou ces centaines, ou ces milliers de fournisseurs, en leur disant, si vous voulez la faire comme nous, il va falloir que vous donniez le prix le plus bas possible, parce que sinon, on va perdre. Et donc, les fournisseurs d'ascenseurs, les fournisseurs d'éclairage, de moquettes, de tout ce que vous voulez, se retournent vers leurs propres fournisseurs. Les petits gars, il va falloir qu'on fasse des gros efforts. Et c'est quoi la vague d'ajustement de tout ça? C'est l'environnement et c'est le social, évidemment. Et in fine, on finit par livrer des bâtiments qui sont parfaitement conformes à la réglementation, bien sûr, mais qui sont des vraies merdes.
Voilà. Et plus ça va, et plus on livre des bâtiments performants, mais qui sont extrêmement fragiles, parce que tout est calculé au cordeau pour, ben oui, pour qu'on passe le cut de la régulation, mais il n'y a rien de grave. Ce n'est pas du tout robuste. Hein, si vous allez en vacances dans quelques temps, les bâtiments que vous visitez en vacances, c'est des châteaux, c'est des trucs qui étaient construits vraiment pour durer, des églises, mais vous n'irez pas visiter des bâtiments qui ont été construits dans les 50 dernières années, hein, parce que c'est des grosses merdes. Voilà. Et je suis très bien placé pour vous le dire. Hein. Donc, et pourquoi? Pourquoi? Parce que ces bâtiments, tout a été optimisé. Voilà, optimisé pour que ce soit pas cher. Et comme ça a été optimisé pour que ce soit pas cher, eh bien, ça ne dure pas dans le temps. Donc, c'est des bâtiments qui, dès les périodes de garantie de passer les équipements, ça commence à tomber en panne. Bon, bien sûr, le gros œuvre, c'est au moins 10 ans. Heureusement, hein, quand même, c'est au moins 10 ans. Mais au bout de 10 ans, déjà, le gros œuvre, c'est fini. Il n'y a plus de garantie décennale. Et puis, bon, voilà, les bâtiments d'aujourd'hui, qu'on construit aujourd'hui, leur durée de vie, c'est 30, 40, 50 ans. Et encore, déjà, 50 ans pour le tertiaire, c'est déjà très long. Et pour l'habitation, ça peut aller jusqu'à 80, mais franchement, 80, c'est déjà très long. Donc, on ne construit plus du tout pour durer aujourd'hui. On construit pour faire de l'argent. Uniquement ça. Donc ça, c'est fini. Et c'est une bonne chose que ce soit fini, parce que de toute façon, on ne pourra pas rejouer le même skate pour les 50 prochaines années. On sera tous morts avant. Donc, il va falloir qu'on construise autrement. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de remettre les cartes complètement et de passer donc au as a service et de dire finalement à nos clients, donc les utilisateurs des bâtiments, est-ce que vous avez besoin vraiment d'être propriétaire de l'ascenseur, du système d'éclairage, de les bandes de recharge, est-ce que vous avez besoin d'être propriétaire de ça? Alors les premiers clients avec qui on a travaillé, ils nous ont dit, en fait, si on en a l'usage mais qu'on n'est pas propriétaire, on s'en fout. Et ce qu'on veut, c'est pas un ascenseur, c'est de la mobilité verticale. Ce qu'on veut, c'est pas un système d'éclairage, c'est de la lumière. Et ça, ce qu'on veut, c'est pas un onduleur, c'est l'accès à un courant continu ou alternatif en fonction des besoins. Et on a été voir des industriels, on a monté un club, le club as a service, qui est adossé aujourd'hui au C3D, l'association que je préside. Il y a 400 entreprises au C3D, 400 grandes entreprises. Et on a dit à ces industriels, on va changer de modèle économique. Vous allez fabriquer vos produits, mais plutôt dans le même optique, non pas pour les vendre à Bouygues, qui lui ensuite les revendra, bien entendu, à la maîtrise d'ouvrage du bâtiment, mais vous allez rester propriétaire de vos équipements et vous allez vendre l'usage. Alors là, quand on a travaillé avec le premier ascensoriste qui nous a fait confiance là-dessus, il nous a dit « Ah, très bien, donc finalement, je reste propriétaire de l'ascenseur et je vends l'usage de l'ascenseur. Donc, et si ça ne fonctionne pas bien, je ne suis pas payé. C'est bien ça, j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il faut que ton ascenseur fonctionne bien. Donc, ça renforce l'expérience d'usage parce que, bien sûr, l'ascensoriste, il ne va pas du tout mettre le même ascenseur, il ne va pas installer du tout le même ascenseur. Bien sûr, parce que comme il va être rémunéré sur le bon fonctionnement de l'ascenseur dans la durée, sur une durée, ce qu'on appelle éternelle, on passe à la pérennité programmée, là, il me dit, très bien, alors là, je vais les courroies, les boutons poussoirs, les tôles, je vais tout surdimensionner. Donc, du coup, à la conception, l'équipement est un peu plus grassouillet, il est un peu plus chargé en carbone. Par contre, quand on fait le calcul en coût carbone complet, comme on ne va pas le changer pendant la durée du bâtiment, on a des gains carbone à facteur 12. 12 à 15. C'est juste énorme. Tamponné par le Shift Project, donc c'est vrai. Ce qu'on appelle la CV, en fait, du truc. Et vous me dire, très bien, alors là, mais comment l'ascensoriste et puis tous les autres fournisseurs d'équipement, on peut le faire aussi sur certains éléments du gros œuvre, comment ils se refont la cible économique? Parce qu'eux, ils ont dépensé de l'argent pour fabriquer la version 1 de l'équipement et ils se font rémunérer sur un loyer, finalement. Donc ça, économiquement, ça ne tient pas la route. Donc oui, économiquement, vu comme ça ne tient pas la route. Donc on a mis en place toute une ingénierie financière avec des établissements bancaires qui prêtent l'argent à ces équipementiers pour les histoires de PFR. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a trouvé des solutions pour que ça puisse se financer correctement. Et surtout, le premier levier de financement de ça, c'est ce qu'on appelle la haute intensité d'usage. Alors ça, c'est le deuxième grand levier qu'on va nous pousser dans les années qui viennent au Shift Project ou C3D. Et bien sûr, avec Janak, qui est la nouvelle association sœur du C3D, qui aide les collaborateurs, vous, à monter en compétence sur les modèles économiques à visée régénérative. Il s'agit de ça aujourd'hui. Donc, si vous voulez devenir acteur du vrai changement, adhérez à Genact, G-E-N-A-C-T, c'est sur Internet. L'intensité d'usage, c'est quoi? C'est qu'on a fait, on a une entité dans le groupe Bouygues qui s'appelait Equance. Tout le monde connaît Equance en Belgique, ça appartient à Bouygues. Et avec Equance, on était effarés de voir que nos clients
utilisent entre 15 et 20% du temps les bâtiments que l'on construit pour eux. Enfin, et les autres, c'est pareil. Donc, pour les bâtiments publics, c'est même moins de 15%. Le tertiaire privé, c'est 20 à 25%. Et puis, même les habitations, sauf si vous êtes dans une maison de retraite, mais même les habitations, les logements sont souvent sous-occupés. 37% en France, des logements sont sous-occupés, il y en a 17% vacants. Et là, on est effaré de voir ça. Et donc, on a mis en place un nouveau service qui est d'aider les clients utilisateurs des bâtiments, donc de regarder, de faire un scan vraiment réel, de l'utilisation réelle des bâtiments, espace par espace. Donc, on le fait pendant plusieurs semaines avec des capteurs, et qui permet donc de faire un état des lieux sur la façon dont les utilisateurs des infrastructures utilisent réellement leur bâtiment. Et ensuite, on revient voir l'utilisateur principal ou le propriétaire, ou les deux, puis on leur dit, on a fait ce scan, on utilise un petit peu d'IA pour que ça soit vraiment très, très précis. Et là, on leur dit, on pourrait quand même très, très facilement faire transpirer votre asset, c'est-à-dire faire en sorte de faire rentrer le dehors dedans dans votre bâtiment quand l'utilisateur principal n'est pas là, ou quand il est là, mais qu'il n'utilise pas la totalité des infrastructures. Et quand on regarde comment on utilise les parkings, les salles polyvalentes, les restaurants d'entreprise, les salles de réunion, ça c'est pour le tertiaire, on s'aperçoit que le potentiel d'optimisation d'usage, il est juste gigantesque. Alors ça dépend bien sûr où le bâtiment est placé, évidemment. Quand il est placé au milieu de nulle part, l'intensité d'usage c'est moins évident. Par contre, pour beaucoup de bâtiments qui sont relativement bien placés dans des centres-villes ou à côté des grandes villes, là, il y a des potentiels énormes et on l'a démontré évidemment, car pour certains clients qui nous ont fait confiance, on a pu passer d'une intensité d'usage de 15 à 20% à 65%. C'est-à-dire que le bâtiment il ferme quasiment jamais. Alors, vous imaginez bien que tout ça, ça génère des recettes d'exploitation additionnelles qui permettent de payer les surloyers générés par le fait qu'on loue les équipements. Parce que louer les équipements, ça fait baisser le capex du bâtiment largement, parce que le bâtiment coûte beaucoup moins cher, vu qu'on ne paye pas les équipements qui le composent. Donc, pour le client payeur, il est très content. Moins de frais financiers pour lui, donc ça fait d'ailleurs baisser un peu le loyer grâce à ça. Par contre, le fait qu'il y ait beaucoup d'équipements en location, eh bien, ça augmente les loyers et ces loyers sont compensés donc par la haute intensité d'usage. Vous me suivez là? Mais c'est pas fini. Si on veut vraiment faire de la vraie durabilité, donc qu'on sorte un petit peu du bullshit habituel, il faut aussi bien sûr que les infrastructures d'IT deviennent autoproducteurs de flux physiques. Et bon, c'est vous qui avez inventé les bâtiments énergie positive il y a près de 15 ans maintenant. C'est en train de se développer de plus en plus maintenant, les bâtiments qui produisent leur propre flux, pas simplement avec des panneaux solaires, avec de la géothermie de plus en plus. Et ça peut se faire sur des bâtiments neufs, évidemment, mais on a dit qu'il n'y aurait plus de neuf. Donc, bien sûr, il faut le faire sur les bâtiments existants. Et là, on a tout intérêt à rentrer dans une logique, vous allez voir, là aussi assez disruptive. Alors, bien sûr, d'autoconsommation du flux physique, évidemment. Le but, ce n'est pas de le revendre à un opérateur, ça n'a aucun sens. Donc, il faut autoproduire. Et là, super bonne nouvelle, vu qu'on va aller de plus en plus vers une décarbonation de la mobilité, la mobilité horizontale. Verticale, c'est les ascenseurs. Horizontale, c'est les voitures qui sont à côté des bâtiments, même les voitures sont sous le bâtiment, ça dépend. Eh bien, vous allez dire, mais de quoi il parle là? Eh bien, la production intégrée bâtie, c'est comme ça qu'on le dit, va pouvoir alimenter les véhicules qui vont être de plus en plus raccordés à ces bâtiments. Pourquoi? Parce que les véhicules électriques, qu'on le veuille ou non, il y en aura beaucoup moins que des véhicules thermiques pour tout un tas de raisons, notamment des raisons de ressources physiques et de cuivre, entre autres, mais il y en aura quand même beaucoup plus dans le bilan qu'aujourd'hui. Et ils vont se recharger comment? Ces bâtiments, en se biberonnant, en se raccordant à ces bâtiments, les véhicules vont se recharger avec l'électricité produite par le bâtiment. Et comment? En courant continu. Alors, non, comment ça en courant continu? Oui, on est en train de pousser à changer les standards pour faire en sorte qu'on puisse recharger les véhicules en courant continu. On gagne 21% de rendement, c'est juste énorme lorsqu'on passe en courant continu. Et bonne nouvelle, eh bien, les voitures peuvent largement se recharger en continu. D'ailleurs, c'est comme ça que ça marche le mieux. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on abîme le moins les batteries. Et ce qu'on arrive à faire maintenant, et c'est ça qui est complètement disruptif, c'est que comme l'énergie va coûter de plus en plus cher, pour 1000 raisons, eh bien, le fait d'être capable de produire ses propres flux physiques, de pouvoir stocker une partie de ces flux physiques dans les batteries des voitures, et que tous les véhicules électriques de nouvelle génération sont véhicules to building, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent aussi redonner de l'énergie au bâtiment avec la réversibilité de la puissance emmagasinée dans la batterie
on peut le redonner dans le bâtiment lorsqu'il y aura ce qu'on appelle des pics d'utilisation, eh bien, les voitures raccordées au bâtiment vont devenir des compléments énergétiques de l'énergie du réseau. Et donc, on voit arriver de plus en plus, et les Japonais sont en avance sur nous et les Coréens aussi, eh bien, cette notion de microgrid arriver, où, en fonction du coût de l'énergie, en tarification en temps réel, eh bien, le bâtiment pourra produire, pourra stocker, pourra déstocker des voitures pour alimenter le bâtiment ponctuellement, pour écraser les pics et écraser la courbe de charge, de manière à avoir une énergie moins chère, parce que le bâtiment sera le plus possible en autarcie énergétique. Et pourra même aussi interagir avec ses voisins. Tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà, sauf que ça va se généraliser de plus en plus, ça va donner beaucoup de valeur d'ailleurs aux bâtiments qui vont être équipés de ces infrastructures, parce que ça va les rendre plus résilients, ça va les rendre productifs, ça va générer des nouvelles recettes. Et des recettes, c'est important pour que les bâtiments de demain, ceux qui vont être ringardisés, c'est ceux qui seront sous-utilisés, ceux qui resteront dans une approche linéaire, producteur de déchets, même s'ils sont recyclés. On a bien vu que ce n'était pas vraiment le cas, et ça ne fera pas, on n'y arrivera pas. Mais l'objectif, c'est de favoriser, bien sûr, le réemploi au maximum, la pérennité programmée, le as a service. C'est ça, en fait, le nouveau paradigme du bâtiment de demain. Mais ce n'est pas fini. On a vu pour les flux physiques, dans lequel il faut inclure l'eau dedans. Maintenant, dans beaucoup de bâtiments en France, je ne sais pas ce qui se passe dans votre législation chez vous, je ne vous connais pas, mais on récupère les eaux grises, bien sûr, on les traite in situ. Aujourd'hui, il y a des processus comme Odali qui permettent de traiter les eaux grises, soit vous le faites avec des membranes, soit vous le faites avec de la phytorestauration sur des systèmes à côté des bâtiments. Ça ne sent pas du tout mauvais, c'est des plantes qui font l'épuration de l'eau, et ça permet de récupérer les eaux grises, traitées, évidemment, pour les réinjecter sur les toilettes notamment, mais aussi pour l'arrosage ou le nettoyage. On arrive à récupérer des économies de 70% d'eau pour un bâtiment, avec des coûts d'investissement qui sont très très modiques, parce que ce sont des systèmes biologiques qui sont utilisés pour traiter les eaux grises. Ça aussi, c'est des choses qui vont arriver de façon... ça va être automatique dans les bâtiments de demain, dans les bâtiments de demain, parce que le stress hydrique va devenir vraiment un vrai problème dans les années qui viennent, du fait du dérèglement climatique. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir bien en tête si on veut pouvoir y arriver. Alors, les plateformes de réemploi, je finis sur ce sujet-là. Moi, j'avais visité, je l'avais dit à Sébastien, Rotor. Vous connaissez tous Rotor, j'imagine que c'est des Belges. Donc, Bouygues a lancé, en fait, là pour le coup, on a réagi après vous, on a lancé Syneo, qui sont les plateformes de réemploi qu'on utilise au niveau du groupe et qu'on ouvre maintenant à l'extérieur. Il n'y en a que 3 aujourd'hui, des Syneo qui sont ouverts en France. Il y en aura plus d'une vingtaine à la fin 2026, donc ça ouvre de partout, là, des centres de réemploi. Parce que les matériaux vont devenir des banques, enfin les bâtiments vont devenir des banques de matériaux pour le futur. Et c'est cette notion de pérennité programmée qui est hyper intéressante. On va avoir besoin d'avoir une grande traçabilité de chaque équipement, de chaque élément constitutif des bâtiments, pour leur donner une carte d'identité, pour pouvoir savoir où ils sont, et savoir de quoi ils sont composés, en termes de matériaux, les mélanges qu'il y a, les formes, les procédures et les procédures de démantèlement et de réinstallation. Parce que bien sûr, quand vous avez des équipements qui sont installés pendant 20 ou 30 ans, la plupart du temps, les documents qui avaient prévalu à leur installation ont disparu ou sont perdus. Donc, il faut pouvoir numériser en fait toute cette traçabilité des équipements. Donc, c'est en train de se mettre en place en France avec un opérateur qui s'appelle GS1, où chaque équipement en fait est tracé avec une carte d'identité, ce qui permet de savoir pour un opérateur bien savoir où sont les équipements, où sont-ils stockés donc dans les infrastructures autour de vous. Et les infrastructures autour de vous devront devenir des banques de matériaux en fait, avec un référencement précis de ce qui est recyclable, de ce qui est réemployable. Donc ça, cette infrastructure-là, il faut la mettre en place le plus vite possible. Parce que on ne verra plus les bâtiments comme des futurs centres, enfin des futurs déchets qui vont devenir des ressources pour le recyclage, mais qui vont devenir en fait des banques de matériaux pour les bâtiments de demain ou pour la reconfiguration des bâtiments de demain. Ça, cette traçabilité, il faut la faire dès maintenant, car ça permettra, bien sûr, de regarder quels sont le stock disponible et de sortir le plus vite possible de notre dépendance aux pays importateurs de matières premières qui vont nous les vendre de plus en plus cher ou qui nous les vendront plus le jour où il y aura moins.
Donc voilà quelles sont les petites idées que je voulais vous faire passer. Si vous voulez en savoir plus sur le BHEP, comment faire des projets de BHEP pour vos clients, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes au niveau du groupe WIG, si ça vous intéresse. C'est ultra bankable, c'est vraiment très très intéressant financièrement. Alors bien sûr, il faut utiliser intelligemment les recettes de ce type d'ouvrage. Pour bien sûr faire de la régénération, de la restauration de puits de carbone. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs chez Bouygues une boîte qui s'appelle Regeneo, qui permet de restaurer les puits de carbone grâce à l'argent généré par ce type de projet, parce que c'est des projets qui sont notamment plus rentables que l'économie linéaire classique. Donc si ça vous intéresse, revenez vers moi, je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes, et puis ce serait quand même sympathique qu'en Belgique, vu que culturellement vous êtes quand même très proche de nous, vous puissiez aussi mettre en place ce type d'approche le plus vite possible. Je pense que vous en avez aussi besoin, parce que comme l'a dit madame, on est tous sur la même planète et il est temps de se bouger les fesses. Merci. Et la métaphore de... Alors, la métaphore, c'est la métaphore de la Ola. Hein. Vous savez, vous connaissez l'histoire. En 1951, dans un stade aux États-Unis, il y a eu un jeune étudiant américain qui a eu l'idée un peu saugrenue de dire tiens, si je me levais et que je demande à mon voisin de gauche de se lever quand je me lève, et puis je vais demander au voisin de gauche du voisin de gauche de se lever quand le voisin de gauche se lève, etc., pour essayer de créer une vague. Il a eu cette idée-là. Alors bien sûr, il a essayé plusieurs fois d'expliquer au fait qu'il ne voudrait pas te lever quand je me lève, et bon, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis, à la 36e fois, il ne sait pas trop pourquoi. Ben, le petit dit, si tu veux, tu commences à m'emmerder, je vais me lever quand je vais. Et ils ont créé la première Ola. C'est quand même un problème, il n'y avait pas de téléphone portable, pas de consigne au micro, ça s'est fait d'une façon complètement spontanée. Donc, nous, on avait un film très, très connu en France avec Lino Ventura, peut-être vous l'avez vu, Un taxi pour tout groupe, où à un moment, Lino Ventura dit à un moment qu'un con qui avance va plus loin que 10 intellectuels assis. C'est vrai. Hein. Donc, moi, je suis très, très con, hein. J'essaye d'avancer sur ce sujet-là, et je pense qu'on peut tous être les initiateurs d'un nouveau paradigme de la construction, et je pense que le moment est venu aujourd'hui d'arrêter l'obsolescence programmée pour aller vers la pérennité programmée, de reconstruire beau, de reconstruire pour le long terme, de reconstruire avec des matériaux nobles, de reconstruire avec des choses qui vont être pouvoir récupérables. Il est grand temps de redonner la noblesse à notre métier. Et pour ça, il faut qu'il y ait des projets. Et bien, les projets, c'est vous qui pouvez les faire émerger. Merci. Merci beaucoup, pour cette perspective d'avenir qui finalement pas tellement d'avenir, c'est tout de suite, il faut se mettre en action.